Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'était il y a un peu plus d'un an, Apple lançait finalement en France Apple Intelligence. Ces nouvelles fonctions à base d'IA devaient faire franchir un cap aux iPhones en leur donnant des capacités inédites. Avec du recul, Apple Intelligence s'est-il montré à la hauteur des attentes ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler d'iPhone Ultra et de MacBook Ultra, du destin brumeux du Vision Pro et des derniers résultats financiers mirifiques d'Apple. Nous sommes le samedi 2 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Faut-il travailler le 1er mai ? En présentant ses résultats financiers la veille au soir, Apple ne nous laisse pas le choix. Salut Christophe, ça va la forme ? Bonjour Stéphane. Non, c'est quoi cette affaire ? Pourquoi tu me convoques un 1er mai tôt le matin alors que j'ai dû faire des résultats financiers jusqu'à minuit ou minuit 30 ? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et oui, tu vois, c'est pour rebondir sur l'actualité, sur les résultats financiers d'Apple, on est bien obligé, hein. En plus, je pense que tous ces gens qui s'attendent maintenant à notre réponse sur le bilan d'Apple Intelligence, je pense qu'ils ont hâte. Donc oui, on va parler de tout ça. Ça va sinon ? Ça va, ouais. C'est vrai que là, l'émission est diffusée le 2 mai, mais nous, on enregistre le 1er mai. Et je suis venu au bureau, comme tous les jours, et là, dans les rues, c'était désert. On voit que c'est férié, hein. Alors, on va commencer par un petit bilan d'Apple Intelligence, comme j'en ai parlé. En fait, je me suis aperçu en préparant l'émission que ça faisait un peu plus d'un an que cette série de fonctions avait été lancée en France. C'était le 31 mars 2025 avec iOS 18.4 et macOS 15.4. Oui, à l'époque, les systèmes s'appelaient encore comme ça. Donc, si vous l'ignorez toujours, Apple Intelligence est une série de fonctions qui s'appuie sur des modèles d'IA qui sont conçus par Apple et qui tournent en local ou sur des serveurs. Par exemple, ça va résumer les notifications reçues, proposer des réponses toutes faites dans Messages ou encore permettre de reformuler du texte. iOS 26 a apporté des fonctions supplémentaires. Je pense à la traduction automatique dans Messages, la traduction en direct avec les AirPods ou encore la catégorisation automatique dans Rappel. Au total, il y a près d'une trentaine de fonctions qui dépendent d'Apple Intelligence et les développeurs tiers peuvent aussi en tirer parti dans leurs applications. Alors, quel bilan on peut faire d'Apple Intelligence un an après ? Est-ce que c'est devenu indispensable pour toi ? Aïe, 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 aïe. On est plus proche de la catastrophe, on va dire qu'autre chose. Il y a des choses qui, ceci dit, j'ai un petit peu aller dans l'autre sens. Il y a aussi des choses avec Apple Intelligence qui sont pas mal. Mais bon, par rapport à ce que fait la concurrence, on va dire que bon, c'est très minimaliste. Juste un exemple, là, lorsque tu m'as proposé de répondre à cette question, j'ai redécouvert l'application Playground sur mon iPhone. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, effectivement. C'est pas une application que je lance souvent. Quelle est l'application finalement qui fait le plus gros four ? Est-ce que c'est ce Playground ou ce Apple Invitation ? Je pose des questions. Apple Invitation, je pense, c'est plus utile que Playground, hein. D'accord. Non, mais il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Par exemple, je vois que pas mal de gens utilisent les fonctions d'Apple Intelligence dans Mail pour corriger un mail sans se prendre la tête. Effectivement, c'est pas mal. Mais alors, quand on voit le potentiel de l'intelligence artificielle générative et ce que permet de faire Apple Intelligence, il y a quand même un gap qui est assez terrible pour Apple. J'en discutais il y a quelques minutes avec un lecteur par mail qui comprenait pas à quel point la dictée vocale est devenue nulle récemment. Et ça, c'est un point que justement Apple doit absolument corriger avec Apple Intelligence ou Siri. Enfin, on peut appeler ça n'importe comment, mais assez rapidement parce que c'est un vrai problème. Personnellement, lorsque j'ai des longs mails à dicter, au lieu d'utiliser la dictée vocale, je passe par ChatGPT qui me corrige immédiatement et qui me fait un mail en 30 secondes. Enfin, là, c'est une vraie avancée. Et justement, je pense que c'est ce qui est assez terrible pour Apple, c'est tous, autant qu'on est, on a tous appris à travailler soit dans une petite fenêtre de navigateur web, soit dans une application, que ce soit avec Claude, ChatGPT ou Gemini, puis on passe notre temps à faire des copier-coller. De temps en temps, il y a des apps qui les intègrent plus ou moins bien. Mais voilà, le souci, c'est que de nombreux utilisateurs s'habituent à travailler avec autre chose qu'Apple Intelligence. Alors que justement, l'un des avantages d'Apple Intelligence, normalement, c'est que c'est intégré au système.
c'est plus accessible que ChatGPT ou Claude, quoi. C'est ça, mais c'est intégré, mais c'est également terriblement limité. Et puis il y a quelque chose, alors j'ai pas la statistique en tête, hein, mais l'utilisation de ChatGPT s'est répandue à une vitesse assez extraordinaire. Ça a été beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre technologie. Et je pense qu'effectivement, c'est un problème qu'Apple va devoir résoudre. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'on voit toutes ces technologies qui avancent à toute vitesse. On peut parler par exemple de la génération d'images qui a fait des progrès en l'espace de 1 ou 2 ans, ça c'est tout simplement extraordinaire. Et Apple Intelligence, ça avance, on a l'impression que c'est un paquebot. Il y a des choses qui arrivent. De temps en temps, on a découvert le retour de l'autocomplétion en français, alors que ça faisait 2 ou 3 ans que ça marchait à peu près en anglais. Enfin, Moi, ce que je trouve le plus marquant en parlant de ça, c'est que avec le Creator Studio, Apple propose de nouvelles fonctions dans Pages, Keynote, etc. Et qu'en fait, ces nouvelles fonctions, elles n'utilisent pas les modèles d'Apple Intelligence, mais elles passent par les technologies d'OpenAI. Je trouve que c'est un désaveu pour Apple Intelligence, quoi. Si tu es obligé d'appeler un tiers pour faire des fonctions dans tes applications, avec en plus des limites, des quotas qui sont hyper restreints, je trouve ça assez ouais, ahurissant. c'est un désaveu, t'as raison, mais non seulement c'est un désaveu, mais en plus ce que propose Apple pour le moment, c'est relativement limité. Alors, Microsoft est beaucoup plus ambitieux sur ce point-là avec Office. Alors après, il faut regarder si la promesse, enfin, si ce que fait par exemple vraiment Excel avec l'intelligence artificielle est à la hauteur de ce qu'annonce Microsoft. Mais il y a des choses où, enfin voilà, le propos de dire de Microsoft, ne vous embêtez plus avec les formules, c'est compliqué, enfin, sauf si c'est votre truc. Racontez ce que vous voulez et on fait la formule pour vous. Et c'est quand même relativement intéressant. Et moi, je me suis retrouvé de temps en temps à faire des formules avec Numbers. Et quand je voulais faire un truc que je savais pas trop faire, je demande de l'aide à ChatGPT. Donc, c'est tout le souci d'Apple. Mais franchement, on parle de faire l'heure des bilans, mais il y en aura sans doute un autre à faire maintenant dans un gros mois. Car plus on y réfléchit, finalement à la WC, la seule chose qui va compter cette année, c'est le nouveau Siri. Le reste, je veux pas dire que c'est peanuts, mais pas loin. Enfin, je veux dire, les petits changements qu'Apple va apporter, par exemple, un liquid glass, ok, pourquoi pas. Mais là, Siri, ça devient franchement urgent. Alors, non seulement Apple est définitivement largué actuellement, mais surtout, le retard de Siri, ça bloque maintenant plein de choses. Et c'est la clé de plein de nouveaux produits qui vont sortir dans les mois à venir. Il y a à nouveau des rumeurs sur les AirPods Ultra qui seraient équipés de petites caméras infrarouges pour permettre à l'utilisateur de mieux appréhender son champ visuel. Apple a clairement besoin du nouveau Siri pour aller là. Il y a le fameux HomePad qui donc est cet accessoire, enfin cet iPad pensé pour la domotique qui doit se retrouver quelque part dans la maison. Le cerveau, on va dire, de HomeKit et qui devrait permettre maintenant de faire des choses, d'être proactif et prendre des décisions en peu de place sur le fait de est-ce qu'il faut éteindre ou allumer la chaudière, est-ce qu'il faut fermer les volets ou je ne sais quoi. Et là, Siri et Apple Intelligence sont indispensables à cette équation. On le sait, matériellement parlant, ce produit est prêt depuis plus d'1 an, mais il ne cesse d'être retardé à cause des problèmes de Siri. Il y a également les lunettes d'Apple qui sont censées arriver, on va dire, peut-être d'ici une année. Là aussi, le gros problème est avant tout d'ordre logiciel. Bref, en termes d'urgence stratégique, je crois qu'on n'a pas connu de tels cas depuis peut-être 15 ou 20 ans. Ça devient vraiment... le retard d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle devient vraiment problématique. Et je sais qu'en même temps, ça n'empêche pas Apple, pas plus tard qu'hier, d'annoncer d'excellents résultats financiers, de vendre des iPhones par palette. Mais je pense que la croissance de demain, elle passera également par des produits dopés à l'intelligence artificielle. Parce que malgré tout, c'est vrai que même si Siri est en retard sur la concurrence, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi Apple a fait appel à Google pour motoriser le nouveau Siri, malgré tout, les iPhones, les Macs, ça reste les plateformes de prédilection pour faire tourner les IA, quoi. On va passer à une rumeur qui prend de l'ampleur concernant de futurs produits très attendus.
D'après Macworld, l'iPhone à écran pliable ne s'appellera pas iPhone Fold, mais iPhone Ultra. Même chose pour le MacBook Pro M6 à écran OLED et tactile. Il faudra peut-être l'appeler MacBook Ultra. Alors la rumeur n'est pas dénuée de sens, parce qu'Apple propose déjà l'Apple Watch Ultra, les puces Ultra et même CarPlay Ultra, qui est disponible uniquement dans des voitures ultra chères. Alors pourquoi pas iPhone Ultra et MacBook Ultra après tout, hein. Ça te plaît comme nom ? Oui, ça me plaît plutôt, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que ça risque d'être ultra cher. Oui. Donc voilà. Mais alors pour l'iPhone Ultra, en plus, enfin, je pense que chaque produit a, on va dire, sa petite histoire, et je pense qu'il y a un vrai marché pour l'iPhone Ultra. Je pense que ça va permettre à l'iPhone de poursuivre sa belle dynamique. Personnellement, je suis impatient de voir cet appareil. Je crois qu'il y a un marché pour des smartphones vendus environ 2000 €. Oui, ça fait peur qu'on le dise, mais je pense qu'il y a des gens qui sont prêts. Parce que c'est malgré tout, pour beaucoup de gens, ça reste le terminal, on va dire, de base au quotidien, le terminal Le plus ultime. utilisé, ouais. Donc, Et puis on y voilà, est déjà avec les iPhone Pro Max, tu rajoutes un peu de stockage et puis tu es à 2000 €. Hein. Exactement. Et ça promet d'être, moi, ce qui me fait toujours, enfin, je me répète, mais j'ai un peu peur que ce soit un appareil un peu trop addictif. Mais oui, ça sera, on va dire, l'état de l'art en matière de smartphone. Donc, de ce point de vue-là, on est d'accord, ce sera une niche. Ils vont en vendre beaucoup, mais ça ne se vendra pas autant qu'un iPhone 17 ou un iPhone 17 Pro. Mais il y a un vrai potentiel. Le MacBook Ultra, par contre, j'ai un peu plus de doutes. Parce que moi, je trouve qu'un bon MacBook Pro 14 ou 16 pouces, je trouve que en termes de positionnement, c'est déjà assez ultra, je trouve. Alors, la question que je me pose, c'est que c'est vrai que cette gamme MacBook Pro, je la trouve actuellement un petit peu coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a le MacBook Pro qui est sorti en fin d'année dernière avec sa puce M5, et puis il y a eu, on va dire, les vrais MacBook Pro qui sont sortis avec des puces Pro ou Max. Alors, est-ce que c'est ça qu'Apple entend maintenant appeler MacBook Ultra ? Oui, pourquoi pas. Mais alors, malgré tout, le prix de ces machines est quand même déjà assez élevé. Je ne sais pas s'il y a une énorme marge de progression. Et puis alors, un nouveau design des MacBook Pro, on est tous très excités à cette idée-là. Que certaines technologies comme l'OLED ou un modem 5G arrivent, c'est également très intéressant. Le tactile, pour l'instant, je suis réservé, j'attends de voir. Bah surtout, ouais, alors, sur peut-être que ça sera très bien fait, mais... Ouais. Ce type de machine, je ne sais pas si le tactile, est-ce que les utilisateurs demandent de plus, quoi. Sur une machine à 3000 € ou voire plus. Peut-être sur l'entrée de gamme, tu vois, sur un MacBook Neo, le tactile, je l'imagine bien, mais sur un MacBook Pro, je l'imagine un peu moins. Ouais. C'est assez paradoxal, mais je suis effectivement assez d'accord avec toi, parce qu'effectivement, dans l'idée du Neo, on pense plutôt à des jeunes utilisateurs qui ont grandi avec des iPads et des iPhones, et pour qui le tactile est encore plus naturel. Mais c'est vrai que, ce sera, on va dire, le point le plus intéressant de cette machine, c'est de voir comment Apple va intégrer le tactile. On attend de voir, on a encore quelques mois, mais ça promet d'être intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire d'Ultra pour finir, donc voilà, pour l'iPhone Ultra, je trouve que ça me paraît tout à fait pertinent. Pour le MacBook, à voir. Et puis, t'as oublié une machine, c'est l'iPad, où là, on voit que l'iPad Ultra, je crois que le concept semble plaire à John Ternus, qui a un peu travaillé là-dessus, avec ses équipes, et qu'un iPad 20 pouces, ça peut effectivement être intéressant. Mais on parle d'un prix qui avoisinerait celui d'un Vision Pro. Je pense que c'est pas très raisonnable. À ce prix-là, je préfère peut-être plus prendre un Vision Pro. Hein. Et puis là, à 20 pouces, là, c'est presque une télé, quoi. Ouais, exactement. On va poursuivre avec une autre rumeur, justement concernant le Vision Pro. Sur la foi de sources internes, MacRumors affirme qu'Apple va abandonner le casque après les ventes faméliques de la version M5. Le site indique notamment que l'équipe dédiée au Vision Pro a été éparpillée dans d'autres groupes. Alors, on sait que le casque est très impressionnant technologiquement, mais il traîne plusieurs boulets importants depuis ses débuts, notamment son prix et son confort aussi, qui est très relatif.
Ce n'est pas la première fois que le destin du Vision Pro est remis en question. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire une croix sur un nouveau modèle? Oh, je crois que Apple est quand même assez têtu et ne va quand même pas en rester là. Alors, c'est sûr que d'un côté, on a un échec commercial, un positionnement discutable. On l'a souvent expliqué ici. Enfin, moi, je pense que si Apple avait voulu être fidèle à sa philosophie, il aurait dû d'abord lancer un modèle grand public. Alors, certes, avec des limitations, mais c'était sans doute la marche à suivre. Et donc, de l'autre côté, le Vision Pro est un produit qui est quelque part frustrant car l'on voit son potentiel et son potentiel est clairement inexploité alors qu'il est commercialisé maintenant depuis, ça va faire Plus de 2 ans, quasiment, ouais. ça fait 2 ans, ça Ouais, fait 2 ans ouais. même, ouais. Bon, Gurman l'a dit, je crois que c'est assez clair et on a vu que la feuille de route d'Apple était remplie à ras-bord. Il n'y a pas de Vision Pro low cost actuellement en développement. Mais quelque part, ce qu'a annoncé MacRumors, c'est aussi une normalisation du Vision Pro qui devient un produit comme un autre. Normalement, les produits Apple n'ont pas d'équipe de développement qui lui sont propres. Alors, c'est certain également, c'est pas la priorité du moment. Enfin, c'est ce que je disais. Apple est sur beaucoup de créneaux en même temps. Et je pense qu'il faut faire des choix. Alors, moi, quand j'ai écrit l'article, ça m'a fait penser à ça. Le Vision Pro, pour moi, c'est le nouveau Mac Pro. Alors, bon, c'est vrai qu'à la fin, ça a mal fini. Oui, ça va le finir, oui. Mais avant que ça ait mal fini, ça a quand même duré 10 ou 15 ans. Ouais. Alors, je pense que Apple va réessayer au moins une fois de revoir sa copie. Mais quelque part, j'ai envie de dire que c'est pas le plus important à l'instant T. Le plus important, c'est peut-être pas le hardware, mais c'est de développer la plateforme en tant que telle Mhm. et l'écosystème et de proposer des solutions qui puissent véritablement intéresser les professionnels. Alors, il y en a, ça avance petit à petit, hein. On a vu par exemple aux États-Unis cette solution qui permettait de faire des opérations de la cataracte avec le Vision Pro et que des spécialistes du monde entier puissent intervenir en direct et poser un diagnostic. Voilà, c'est très intéressant sur le papier. Je pense qu'il faut que ce type de solution se multiplie pour que, on va pas dire que les ventes s'emballent, mais pour que, on va dire, le Vision Pro trouve au moins son marché. Et on va terminer le tour de l'actu avec un petit point sur les résultats financiers d'Apple. C'était donc jeudi soir. L'entreprise a présenté ses résultats portant sur le premier trimestre 2026. Et on peut dire que tout va bien, même très bien. Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 111 milliards de dollars. C'est une augmentation de près de 17% sur un an. Et c'est supérieur aux attentes des analystes. Toutes les catégories de produits sont en croissance et l'iPhone crève même le plafond avec des ventes records pour cette période. Tim Cook ne pouvait pas faire un plus beau cadeau à John Ternus. Ah oui, alors il l'a même invité à participer brièvement à la Oh, c'est conférence. Il a gentil. fait un petit discours de 2 ou 3 minutes. Voilà, histoire de dire, voilà, c'est mon Ouais. successeur, vous pouvez avoir confiance en lui, il n'y a pas meilleure personne que lui pour me succéder, j'ai une confiance totale, c'est un ami, je suis très heureux de travailler avec lui. John Ternus lui a renvoyé l'appareil. Vraiment, enfin à ce niveau-là, Tim Cook ne peut pas faire mieux les choses, c'est assez, ce qu'il fait est assez formidable. Alors pour en revenir au résultat, bon, t'as dit, on va dire presque l'essentiel, hein. Il y a 2-3 choses à noter. Moi, le truc que j'ai trouvé complètement, mais vraiment dingue, c'est que la marge brute d'Apple a augmenté de 2 points. Dans ces contextes de hausse de prix des composants, notamment de la RAM, je trouve ça tout bonnement incroyable. Enfin, c'est du grand art, c'est du grand Tim Cook, on va dire. Et comme tu le disais, l'autre truc qui est fou lorsque je faisais les tableaux, c'est que tout était dans le vert. Dans toutes les zones géographiques, toutes les divisions, c'est vraiment très très rare à être enfin, ça mérite d'être signalé. Je crois par exemple que la division un petit peu fourre-tout, où il y a les AirPods, la domotique et tout ça, elle était dans le rouge depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà, et la Chine était très fréquemment dans le rouge ces derniers trimestres. Donc c'est vraiment dire que tout va bien chez Apple actuellement. Bon, le seul
La seule petite déception, mais enfin, Tim Cook a eu le mérite d'être très clair de ce point de vue, c'est qu'il a clairement dit que la pénurie sur les Mac Mini et les Mac Studio allait durer pendant de nombreux mois. Il a été vraiment assez transparent pour une fois. Il a dit que la demande était plus forte qu'anticipée à cause de l'intelligence artificielle. Et je pense que Apple a fait le pari d'arrêter assez tôt la production de certains composants relatifs au Mac Mini et au Mac Studio, en se disant que ça allait suffire et que la gamme M5 allait ensuite arriver. J'ai l'impression que ça se passe pas aussi bien que prévu, mais que voilà. Donc il va falloir patienter si vous voulez par exemple un Mac Mini avec 32 Go pour jouer avec OpenClose. C'est comme ça. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bah là, j'y vais, je pars en week-end. Bon week-end à tous. Vas-y, tu peux y aller là. Et bon courage. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt. Salut.